avec moi. Bon, restons sérieux. Restons sérieuses. Sérieuses. Le but. Mes petits lapins, je vous ai préparé. C'est-à-dire que là, il faut en venir au but. Le but. Mais la question n'est pas là. Reprenons. Le but. Le but, non, c'est mieux avec les lunettes. Bon, ça fait 5 fois que j'essaye de faire une vidéo vous expliquant en quoi va consister cette vidéo, donc je pense que je vais arrêter là. Si vous comprenez de quoi il s'agit, tant mieux pour vous. Et si vous ne comprenez pas, tant pis pour moi. Voilà. Je me fatigue moi-même. Aujourd'hui, je vais vous parler plus spécifiquement d'un roman sur lequel j'ai fait absolument aucune publicité. C'est pas grave. Je n'ai fait donc aucune publicité sur Un abandon, qui est donc sur les 3 romans que j'ai publiés jusqu'à présent, le premier chronologiquement. C'est un roman qui convoque plusieurs aspects d'écriture. Le mieux, c'est que je vous lise, pour commencer, avant le roman lui-même, avant des extraits du roman, les notes qui sont publiées en fin de volume, parce que je tiens sur l'ensemble des publications aux éditions du Nombril, qui est une maison d'édition qui parle du nombril. Je tiens à ce que chaque volume soit accompagné d'une espèce de prolongement, de commentaires, de notes d'écriture. Vous êtes inattentif, vous n'avez pas remarqué qu'il y a eu un changement de plan. Je reprends donc les notes de Un abandon, tout simplement parce qu'il y a eu un petit problème de vidéo. Rien, c'est une histoire de compatibilité entre Apple et Microsoft. Moi, ça me pète les couilles, mais bon, voilà. Les notes donc qui vont vous expliquer le principe du roman. Je commence à écrire Un abandon le 22 décembre 2001 pour me désennuyer dans le train qui doit me mener en région parisienne où je dois passer les fêtes de fin d'année. Je sais d'emblée qu'il s'agit d'un début de roman. Un roman court, puisque j'entends le terminer en juin 2002. Je suis de nouveau inscrit à l'université en maîtrise d'art du spectacle. Je veux, depuis plusieurs années, effectuer un travail de recherche sur Hervé Guibert. Je prépare à la fois un mémoire sur le corps de l'auteur considéré en objet spectaculaire et, encouragé par ailleurs par Anne Roche, dont je suis un TD de création littéraire, je débute donc ce roman en m'imposant plusieurs règles d'écriture. En premier lieu, produire une autofiction, genre dans lequel Guibert s'est illustré en entrelaçant avec virtuosité, vérité et mensonge. Ensuite, organiser la contamination de ce roman par des thèmes guibertiens, jusqu'à en parodier certains aspects. Enfin, jouer sur la fragmentation et la dissolution d'un récit en 100 chapitres. L'ensemble adoptera une forme que je nommerai méta-mimosaïque. Métatextualité, mimésis, narration fragmentée. Si je me mets comme ça, j'ai des reflets sur les lunettes. C'est très laid. Le magasin de bonbons est lumineux et reluisant comme un hôpital. Le rouge des fraises se décline en colonnes généreuses. Le vert et le rose des crocodiles gélatineux qui ne pleurent jamais, ou bien des larmes de caramel. Le brun laiteux des nounours de chocolat dont les entrailles renferment une guimauve trop suave. Le jaune fulgurant des bananes factices. Le violet profond des fausses mûres granuleuses. Tout ce bestiaire de couleurs se détache sur les murs blancs comme la promesse d'un futur plus doux et plus sucré. Un avenir de la mollesse et du fondant. Un terrain propice aux papilles d'arc-en-ciel et aux caries les plus vicieuses. Le magasin de bonbons est le repère des grandes personnes en mal d'enfance. On n'y croise aucun gosse, jamais. On n'y côtoie que des joies désespérées, des faciès sucrophages perdus dans leur salivation pavlovienne,
On lit sur le visage des grandes personnes dévoreuses de bonbons tout le malheur d'être arrivé trop tôt à l'ère des responsabilités. Les victimes de l'immaturité n'ont pas de descendance, pas non plus de désir d'enfant. J'ai mon sac transparent de sucreries à la main. Quand je viens ici, je choisis les bonbons par couleur. Je suis un esthète du mélange. Les bruns pour la cacahuète, le chocolat, le caramel, le café. Les bleus-verts se limitent à la menthe, à la pomme, aux petits pois anisés. Les jaunes tournent autour de la banane, plus rarement du citron. La variété la plus intéressante, on la trouve dans le rouge. Le rouge est la garantie des vrais bonbons au goût de rien, au goût de bonbons. Les formes se multiplient, les consistances également, et cependant, le bonbon rouge constitue une race à part. Il est le seul à posséder ce goût irremplaçable et parfaitement écœurant de bonbon rouge. Un truc unique au monde, une sensation de bonheur gustatif, la morphine du chimique, la Rolls-Royce des saveurs artificielles, le nirvana des plaisirs cancérigènes. Je suis là, avec mon sac qui se remplit de rouge de toutes sortes, des durs, des mats, des pailletés, des translucides, des qui vous attirent la prunelle, des qui vous chatouillent la langue à distance, des qui vous inquiètent à l'avance la cavité stomacale. J'hésite à parsemer ma collection rouge d'un tout nouveau type de bonbons rouges, des lèvres pulpeuses de gélatine presque obscènes dans un magasin de sucreries, des appels au baiser, appelés justement rouge baiser. J'hésite. Cela devrait me plaire pourtant, ces histoires de lèvres, mais j'y vois un piège infâme, une accoutumance cachée. J'ai peur d'y prendre goût et ne de plus manger que cela, des lèvres, de me faire dévorer la bouche de rouge baiser, d'y perdre mon âme, de me noyer dans le gouffre affectif des baisers frelatés. Et soudain, à mes côtés se tient un garçon qui lui aussi hésite devant cette nouveauté. Il regarde les lèvres de gélatine. Il a dans les yeux la matité lasse d'un homme blessé. On voit sur son visage que lui aussi, pour des raisons cachées, est un habitué du magasin de bonbons. Je regarde son sac. J'y croise le désordre de son esprit. Du blanc, du rouge, du noir, du vert, ça sent le vertige et l'égarement, ce refus de s'arrêter à une seule couleur. Il regarde les lèvres de gélatine. Il se tient là, à côté de moi, et moi je ne vois plus que ses yeux. Je plonge dans la fêlure de son visage, comme lui s'imprègne avec inquiétude de la ligne de jointure des lèvres de sucre rouge. Sa faiblesse est fascinante. Elle attire ma pitié. Ce garçon est si beau, avec le mélange inouï dans son sac et avec cette larme qui va tomber au bord de ses yeux rectangulaires. Lui va tomber également. Il y a de la sueur sur son front, sa fièvre intime. Il va tomber, c'est sûr. Et moi, je ne vais pas résister. Je ne vais pas faire le méchant. Devant un être aussi faible que sa faiblesse rend si beau, je vais l'aider à se relever. Il n'en est pas possible autrement. Il entr'ouvre les lèvres. Il prend la parole. Il me l'adresse comme une question. Dans la vie, dit-il en regardant les bouches de gélatine, il faut tout essayer. Et moi, un baiser, ça n'engage à rien. Comme il reste immobile et que la larme s'est mise à couler sur sa joue, je prends dans l'appel de service quelques rouges baisers que je laisse tomber pour moitié dans son sac, pour moitié dans le mien. Nous voilà tous deux, rouges baisers. Sur le pas de ma porte, S croque une petite boule de sucre du bout des incisives pour m'en dévoiler l'intérieur. Il me tend la moitié de bonbon. Il dit « Tu n'avais jamais fait attention que tout n'est jamais totalement rouge dans le bonbon rouge. Vois, celui-ci est blanc. Et moi, en effet. » Et je mange l'autre moitié du bonbon blanc, dont l'extérieur seulement est rouge, pour tromper l'amateur.
Je profite de cette vidéo pour faire de la réclame pour un ami qui est scénariste de cinéma, qui est réalisateur, scénariste de bande dessinée. C'est lui qui écrit une série qui s'appelle Léoloden, que vous connaissez peut-être. Il s'appelle Loïc Nikolov. C'est un vieux camarade, enfin vieux, il est un peu plus jeune que moi, donc oui, enfin bon, il est quand même âgé, quoi. Un petit recueil de nouvelles qui s'intitule Au seuil de contes oubliés. 5 nouvelles fantastiques avec des univers très différents. J'en ai beaucoup aimé certaines. Donc je vous recommande l'achat de ce petit opuscule, qui n'est pas très long, mais qui est bien écrit et qui a un vrai plaisir de lecture et un vrai divertissement. Là, enfin, ou là, ou par là, ou je ne sais pas. Enfin, je verrai où je vais me débrouiller pour le placer quelque part. Voilà. Un abandon est le deuxième roman que je publie, sorti en septembre 2024. Et un an auparavant était sorti mon premier roman, Figure prostrée, il est là. Ça n'est pas du tout le même univers qu'un abandon. Figure prostrée raconte les divagations mythomanes et misogynes d'un pseudo-artiste de théâtre qui attend vainement l'inspiration, mais qui se sait génial. Le problème de Constant Desaulnes, le narrateur de ce roman, c'est qu'il est le seul à se considérer comme un génie. Et je vous lis un extrait qui concerne son rapport aux femmes et à ce qu'il attend d'une femme. Dans son enthousiasme, David me propose de l'accompagner dès le lendemain au cybercafé où il doit justement se rendre pour relever son courrier afin de tenter à mon tour l'aventure de l'annonce électronique. Il dit que ça pourrait changer ma vie. Je lui fais remarquer que je ne manque pas de partenaire. Il rétorque qu'il ne m'a jamais vu en compagnie de qui que ce soit, ce qui n'est pas faux, la discrétion étant l'une de mes nombreuses principales qualités. Le mieux pour gagner du temps, dit-il, parce que la connexion est payante, ce serait de rédiger ton annonce dès maintenant. Je n'ai rien pour noter. Rien d'autre que la partie vierge d'un ticket de caisse de librairie, ça ne peut pas convenir. Lui me dit que ça n'a pas d'importance. Une fois l'annonce publiée sur Internet, le papier n'a pas vocation à devenir une pièce de musée. À moins que je ne garde précieusement le moindre de mes écrits. Il dit cela d'un air badin que je tente de ne pas juger ironique, quand bien même je conserve absolument tout ce que j'écris en vue de faciliter le travail de mon biographe. On n'y pense jamais de son vivant, mais peut-on vraiment s'en remettre à la vie de connaissance, d'amis, pour dire ce qu'a été réellement la vie d'un artiste? Non, non. Les amis n'ont qu'une mémoire très sélective. Il est important de savoir de quoi a été fait le quotidien d'un artiste pour comprendre son œuvre, pour rédiger une véritable biographie, et non un vague hommage de midinette, et c'est la raison pour laquelle je conserve chacun de mes tickets de caisse de librairie, ainsi que toutes mes ordonnances médicales, sans oublier mes listes de courses alimentaires. Malgré son intelligence, David ne comprend pas encore que je suis appelé à devenir extrêmement célèbre, et qu'il n'y a aucune ironie qui tienne devant ma décision de conserver chaque ticket de caisse de librairie. Cependant, nous n'avons guère que cela sous la main et je me résigne à noter l'annonce d'un geste léger afin de ne pas déchirer le papier en appuyant trop fort la bille du stylo que me prête David, qui, soit dit en passant, n'est même pas un stylo de marque, juste un bic. Même pauvre, il faut quand même faire un peu attention à la qualité de la vie, sans quoi on se laisse vite aller. Mais après tout, ça le regarde. La table du bar n'est pas très propre. J'espère que le sucre des anciennes boissons, dont je remarque les traces rondes coulées des verres, les gens sont sales, n'effacera aucune ligne du ticket de caisse de librairie. J'écris quoi? Eh bien, ta recherche, me dit David. Eh bien, vois-tu, je cherche une femme qui soit à ma mesure. Une femme belle, intelligente, cultivée,
bonne ménagère, surtout pas une artiste. Hein. Oui, je sais, ça peut paraître étrange pour un homme comme moi de ne pas chercher une âme sœur en création, provoquer une synergie amoureuse, une sorte de compagnonnage contre l'adversité du vide dans nos sociétés postmodernes. Mais vois-tu, David, je veux une femme qui ne se mette pas en concurrence avec moi, plutôt une compagne attentive, quelqu'un qui me soutienne et m'accompagne, qui puisse m'assurer un minimum de confort domestique, car vois-tu, rien de plus exécrable lorsqu'on crée de s'apercevoir que la vaisselle s'est entassée dans l'évier. Non, une femme qui veille au bien-être d'autrui, qui comprenne que l'artiste est un être d'une grande fragilité, qui nécessite qu'on s'occupe pour lui des contingences matérielles et logistiques. Ah, et qu'elle ait un travail, hein, surtout qu'elle n'attende pas à la maison que je sois disponible pour elle. Une femme indépendante, dans sa tête et dans son compte en banque. Si c'est une héritière, c'est encore mieux, mais tellement rare de nos jours. Quelqu'un qui est un capital à gérer, qui ait l'intelligence et la générosité d'agir pour le bien de l'art, c'est-à-dire pour le bien de l'humanité. Mais pas une de ces folles qui s'achète une bonne conscience en donnant son petit pécule au secours catholique ou au noir qui meurt de je ne sais quoi au fond de la brousse. Une femme responsable et moderne. David s'est figé. Il ne me quitte plus des yeux. Il est proprement fasciné. Puis il souffle. Tu plaisantes, c'est ça? Je lui réponds qu'évidemment, oui, c'est un peu long pour une annonce, mais enfin, s'il fallait dire l'essentiel de mon attente, on tiendrait là l'idée première. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir résumer ça de façon à être accrocheur, fait-il en regardant dans le vague. Il cherche visiblement l'inspiration. Évidemment, David serait un publicitaire, il trouverait immédiatement. Les publicitaires sont très forts pour pondre des slogans. Enfin, la plupart des publicitaires. Ceux qui ne trouvent pas de slogan ne sont pas des publicitaires, ce sont des inutiles sociaux. Néanmoins, David n'est pas un publicitaire, il est étudiant en sociologie. Bien, commençons par faire la liste de ce qu'il nous faut pour une bonne annonce, de la concision, de la précision, pourquoi pas un zeste d'humour, mais tu n'en manques pas. David semble absolument renaître à l'idée de transcrire ma prose en langage basique, mais c'est un effet naturel et logique quand on est confronté au progrès et à l'intelligence. Alors, deux parties dans une annonce, poursuit-il en illustrant son propos de ses doigts tendus. Premièrement, qui tu es. Deuxièmement, ce que tu cherches. Et troisièmement, si nous parvenons à ne pas trop déborder, ce que tu ne veux surtout pas. Je prends mon stylo et je commence à noter en déclamant ma prose. Bonjour. Je suis un jeune homme de 27 ans, beau garçon. Mon comparse m'arrête tout de suite. Non, tu ne peux pas commencer à raconter ta vie, on ne rédige pas, c'est impossible. Tu imagines un peu la place que ça va prendre. Je lui fais remarquer que la jeune femme qui répondra à cette annonce m'aura forcément remarqué pour la qualité de mon style et qu'une belle phrase se construit avec un minimum de locution. David est contre. Tu es limité à une grosse centaine de caractères tout au plus, et encore, je te l'ai dit, plus tu fais court, plus ça percute. Voyons, commençons par toi. 27 ans, c'est déjà quelque chose. Ensuite, bon, comment pourrait-on te décrire? Tu es un homme élégant, soigneux, tu es cultivé. Je suis un esthète, ajoutai-je. Un esthète, oui, bah alors ça c'est très bien, ça c'est, oui, ça, plutôt beau garçon, ce qui n'enlève rien à ce qu'on dit. Je ne peux pas juger de mon propre physique, les candidats t'apprécieront. Parfait, maintenant ta recherche, la femme, d'après ce que tu me dis, tu veux qu'elle soit intéressante, mais pas envahissante. Ah, si elle est soumise, c'est encore mieux, précisai-je. Oui, mais alors, si on met le mot soumise, soit personne ne répondra, soit tu vas te retrouver avec de vieilles raclures sadomaso qui ont dépassé la quarantaine et s'habillent comme des actrices porno. Non, soumise, non, je te déconseille. Il faut quand même qu'elle sache de quoi j'ai besoin. David a la solution. C'est un être d'une rare finesse. Et il a parfois des éclairs de lucidité qui laisseraient bien des femmes bouche bée. Intelligente. Si elle est intelligente, elle comprendra intuitivement ce que tu attends d'elle. Comme ça, on évite de rentrer dans les détails. Intelligente, c'est parfait. Et indépendante.
Alors voilà notre deuxième ligne, passons à ce que tu ne veux pas. Je ne veux pas d'un ton. Oui, ça va de soi. Ça s'appelle figure prostrée. Bon, après, c'est pas forcément à la bite pute, etc. Enfin, c'est pas, on est là du tout le même univers qu'un abandon. Enfin bon, c'est fleuri, quoi, voilà. Je parlerai de celui-ci, qui est le troisième roman, qui peut plus ou moins être un prolongement du deuxième, un abandon. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. En attendant, je vais simplement vous lire les 2 premières pages. Je ne sais plus avec exactitude ce qui m'amena à louer cette chambre dans les Landes. Un ami avait passé quelques jours enchanteur dans un gîte rural. L'enchantement était dû en grande partie à la présence d'une conquête auprès de laquelle il soupirait depuis de trop nombreux mois, mais de ce détail l'ami en question n'avait alors pas fait l'étalage. À sa décharge, il est également possible que du récit qu'il me fit de son séjour, je n'ai rien retenu d'autre que ce caractère enchanteur, sans prendre en compte ses raisons exactes, car j'avais alors intimement besoin moi-même d'être réenchanté. Je vivais depuis quelques années avec le splendide Alexandre, garçon d'une rare intelligence, mais que j'avais cessé de désirer depuis de nombreux mois, avant de constater avec angoisse que cette perte de désir ne le concernait pas exclusivement, mais que je n'avais plus aucune attirance sexuelle pour qui que ce soit. Je sentais chez lui une frustration de chaque instant, tempérée par une généreuse volonté de comprendre, de prendre mon mal en patience. Cependant, je refusais cette abnégation chez lui. Je voulais le libérer de moi. Peut-être même le quitter, malgré l'amour intact que je lui portais, afin de lui permettre de retrouver, avec un autre, un nouvel équilibre. Une vie où il retrouverait l'usage du plaisir. Mais l'affaire était impossible. Nous ne parvenions pas à nous quitter. Il demeurait entre nous un amour qu'avec méchanceté et froideur, je pouvais qualifier d'encombrant, mais dont j'avais besoin. Nous ne savions tous deux comment vivre notre relation sous ce nouvel éclairage, ce nouvel angle de vue. Et j'avais décidé un peu arbitrairement que la meilleure chose à faire pour tenter d'éclaircir tout à la fois mon désir et notre situation de couple était de m'exiler quelques jours dans une campagne quelconque, de m'isoler pour tenter d'y voir plus clair, mais sans lui. Car notre complicité et le poids du bonheur passé rendaient ma froideur incompréhensible. Je repensais alors à l'idylle landaise de mon ami, me renseignais sur les tarifs, effectuais ma réservation par téléphone auprès d'un certain Gaston Leroux, qui se montra très bougon et fort peu commerçant. Entre une solitude qui devait s'avérer impossible à préserver et l'affaire criminelle dont je fus amené à devenir le témoin, je ne sais aujourd'hui si je dois regretter ce séjour au pays du canard, ou me réjouir d'avoir été, au moins une fois dans ma vie, involontairement aventurier. Je termine cette vidéo avec la lecture d'une page de cet objet. Cet objet est noir. Il s'agit de mon carnet d'écriture. Voilà. Il y a plein de pages avec une grosse écriture ronde de fille. Plein de pages, oui, des belles pages. Et donc, je vais vous lire la dernière page de ce carnet, de cette adaptation romanesque d'une pièce que j'ai écrite il y a quelques années qui s'appelle Les Nostalgies. C'est avec cela que je vous laisse. Je distingue une lumière dans le salon, vais voir silencieusement qui peut bien se trouver là, à pareille heure. Hélène est assise toute seule, toute petite, tassée dans un canapé. Elle a pleuré. C'est la deuxième fois en quelques heures que je surprends une femme
livré à la solitude, perdu dans son chagrin. Je ne sais pas si l'on peut parler de destin, je ne sais pas pourquoi c'est à moi que ces femmes apparaissent dans leur détresse. Je n'ai pas particulièrement d'empathie pour la peine des autres. Elle aperçut ma présence, s'essuie rapidement le visage de la main, se redonne une contenance, puis se tourne vers moi. « Tu ne dors pas ?» demande-t-elle à mi-voix. Le jet lag, sans doute. Du Brésil, il n'y a pas tant de différence. Toi non plus, tu ne dors pas. Qu'est-ce que tu fais là, toute seule? Un silence gêné s'installe entre nous. Je n'aurais peut-être pas dû lui poser cette question. D'ailleurs, c'est une question stupide. J'ai déjà la réponse. Hélène pleure toute seule la nuit dans un salon pour ne pas réveiller les chambres voisines. Voilà ce qu'elle fait. Elle me propose de la rejoindre.